ticket, ça claque, gare au fil qui craque, où la pièce est foutue. Je vais vous parler du Bistanclac, ou plutôt du Bistanclac Pan, pour être complet. Bon, il y en avait un au rez-de-chaussée de notre immeuble, de la rue de l'Alma. Un autre au pied du Mont Sauvage. J'étais copain avec les petits garçons de chacune des familles. Des petits garçons qui ne la ramenaient pas, habitués à jouer solitairement pendant que père et mère s'occupaient du métier à tisser, lequel envoyait toute la journée de violents et sonores Bistanclac Pan. Un coup pour la longue pédale de bois qu'on actionne sous le métier et qui lance le mouvement. Un coup, plus étouffé, et le battant s'en va. Un autre, de plus ébouriffant, et la navette de bois cirée fuse à la vitesse du son. Un clac, mat et sec. Un dernier pour le retour du battant sur le fil de tram que la navette vient d'entraîner à sa suite. Vous vous souvenez de mon grand-père, le Joigny Lacour, rue Pailleron, ben oui, tout le monde se rappelle. Il était fabricant et réparateur de meules pour les guimpiers et fournisseur de bouchons percés pour les cafetières LM de son ami Louis Martinan. LM, c'était Louis Martinan. Vous avez connu ces cafetières, c'était deux boules, une en haut, une en bas. On mettait l'eau pour le café dans celle du bas, on mettait le café dans celle du haut, on chauffait, ça montait, et parfois, si on chauffait trop, ça se collait au plafond. Bon, alors, cet atelier, pour moi, c'était un antre tout noir. Il y avait une sorte de magie, un gros moteur électrique qui entraînait des courroies de cuir qui actionnaient les poulies en bas, en haut, et ça faisait tourner un tour, une perceuse, et puis le tour de polissage pour les meules. Les meules des guimpiers qui écrasaient le fil d'argent ou d'or sur l'âme en coton du fil, de façon à ce que les tisseurs puissent avoir un fil tout à fait utilisable pour le tissage. C'était pour toutes les décorations dorées, tout ce qui était ornement d'église, et puis également la passementerie. Mon grand-père était assis en face du tour de polissage. Il maintenait d'une main une sorte de courroie en toile ou en cuir qui était ensuite de poudre émerie et qui permettait de polir la meule très très lisse. Finalement, mon grand-père, c'était déjà le meilleur agent de police. À propos de la police, mon père, 1887-1971, tailleur de pierre dans sa jeunesse, était agent de police à Lyon. En 1930, depuis son poste rue du Boeuf, il a entendu le bruit de l'éboulement de la colline de Fourvière et est le premier à alerter les pompiers. Nommé dans le 4e arrondissement, son poste était dans la mairie sur le boulevard de la Croix-Rousse et son bureau au premier étage. En même temps que son emploi dans la police, il travaillait avec son épouse et sa sœur en ourdissage. Il transportait les coupons de soie et les rouleaux chez les tisseurs. Il logeait sous la sous-pente au 4e étage du Viard, alors qu'en dessous, au 3e, on dévidait, on ourdissait, on tissait la soie. C'est ainsi qu'il a tiré sa carriole dans les rues de la Croix-Rousse dans les années 1920 jusqu'en 1940. Entré dans l'atelier, avec tout le respect dû à ces vieilles machines fournissant tous les jours des efforts depuis des dizaines d'années, j'allumais quelques lampes, par-ci, par-là, au gré de ma progression entre les machines. L'espace était rempli partout. Matière, bobines et roquettes, dessins jacquards, pièces de rechange entassées sur les étagères, des caisses, des cartons. C'était un pur bonheur, et je restais là, quelques minutes, à respirer cette odeur mélangée de soie et de graisse, à rêvasser. De jour, Méca était une ruche étrangement calme,
et bruyante à la fois. En passant la grande porte de bois massif, un bruit assourdissant nous assaillait soudain. Pourtant, malgré ce bruit, régnait un grand calme. Les ouvrières s'occupant des métiers disposaient chacune d'une vieille chaise en paille ou d'un tabouret de bois. Ah, mon René, quand la mécanique de l'un était remplacée par cette nouvelle mécanique. L'usine Verdun était une sorte d'institution un peu mystérieuse pour les habitants de la rue du Mont-d'Urville. Pour les petits élèves de l'école Commandant Arnaud aussi, nous ne songions guère à lever les yeux sur la haute façade aux fenêtres aveugles. Une sorte de banque protestante de la mécanique textile. Personne n'en sortait ou n'y entrait. L'odeur d'huile de machine accompagnait celui qui rentrait, comme elle le ferait sa vie durant. Pour l'écolier qui pointait son nez, un seul personnage semblait habiter ce lieu, le père Giselbrecht, un Alsacien, sorte de lutin, à barbe blanche et pointue, à l'autorité parfaitement débonnaire. Le concierge de sa loge étroite, perché au premier étage, il avait l'œil sur chaque mouvement qui donnait sur la rue, sur l'entraînoir en contrebas et sur l'horloge pointeuse. Dans le ventre du bâtiment, l'atelier assez vaste, bruyant et odorant. Toujours ce parfum d'huile, et pour le gamin qui y pénétrait, le plus frappant, le sol, d'un noir profond et mat, comme celui d'un très vieux garage qui mêle sa poussière à la graisse déposée là par des décennies de vidange. Reste l'impression d'une communauté d'hommes au travail. Pas de femmes ou si peu. Le sentiment surtout, daté du siècle précédent, de travailleurs qui prennent leur mal en patience, sans enthousiasme, sans révolte à l'horizon, soutenus par un ciment, celui d'être ensemble, collés comme des coquillages à la coque de cette maison noire, à l'odeur épaisse comme du bouffe. L'inventeur de la peinture noire dans les vieux bâtiments qu'ils avaient sur la Saône, quai Serein, à la hauteur du pont Clémenceau, le pont de Moucheton en fait, en bas de la montée des Esses. Une partie de l'Europe consistait à traverser les immenses entrepôts de l'usine. J'avançais dans une allée centrale. De part et d'autre de l'allée s'adressaient des milliers de roues textiles, en attente de teinture ou qui venaient juste de l'autre. Et pour des raisons que je ne me souviens pas, il n'y avait pas d'éclairage. C'était l'obscurité totale. Je ne suis pas tout ça, sinon je n'aurais pas choisi ce gagne-pain. Le problème était ailleurs. Au sol, dans le faisceau de ma lampe, apparaissaient des nappes de cafards. La lumière de ma lampe me chassait. J'étais le Moïse dans la mer des cafards. Le flot roulant se divisait devant moi, mais jamais assez vite à mon goût. Certains des cafards, n'ayant rien compris, sautaient sur moi. Je faisais des bonds pour les éviter sans pouvoir m'empêcher de crier de dégoût. Et bien entendu, en retombant au sol, j'en écrasais le paquet. Avant de parler aujourd'hui, j'en ai encore des frissons. D'accord. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un petit quiz. Donc, des questions, des réponses. Et puis, les règles du jeu, c'est simple. Je vais dire la question. Vous aurez des propositions. Je compte jusqu'à 5. À 5, vous vous mettez à crier, à sauter ce que vous voulez faire. Et il y aura Richard et puis Fabienne, à ma droite, qui vous récompenseront, avec du chocolat bien de chez nous, avec des papillotes. Il y a quelques années, en traversant le plateau de la Croix-Rousse avec des étudiants et des étudiantes rue de l'Œuvre, j'évoquais l'usine des gaines Scandale. Je vois leur regard interrogatif. Ils fabriquaient quoi? Des gaines, des sous-vêtements gainants pour les femmes. Les étudiants rigolent. Les étudiantes me demandent « C'était à quelle époque ?» 1933 à 1968. Un peu plus loin, les conversations reprennent et j'entends un chuchotement. J'ai rien compris. C'était quoi le scandale? Ah, les affiches scandales! Le mystère de ces femmes galbées.
Elle s'offrait dans les rues à nos regards d'adolescents. Quelle formidable époque! Mon cher Jean-Jacques, les usines se suivent mais ne se ressemblent pas. Au début des années 60, les usines n'étaient pas si rares. Comme d'autres, j'avais obtenu le droit de m'enfermer tout le mois de juillet dans une petite usine, justement aux confins de la Croix-Rousse pour y gagner quelques sous. L'entreprise fabriquait des petits appareils de chauffage, sans flamme ni fumée, un truc magique rendu possible grâce à l'amiante. Ma première semaine s'est passée à faire descendre en pluie, ou plutôt en avalanche, des tombereaux de fibres d'amiante enfermés dans une petite guérite de 4 ou 5 mètres carrés. J'avais pour protection un petit masque de tissu sur le nez, et je n'étais séparé de mes collègues de l'atelier que par quelques pans de plastique souple translucide. Je devais ce poste de choix à la recommandation toute spéciale de mon père auprès du chef d'atelier. Il devait me mener un peu à la dure pour que je me rende bien compte de ce qu'était le travail en usine. Le temps a passé. Au tout début des années 70, ayant terminé mes études, je visitais régulièrement les agences de travail. Un beau jour, une boîte intérim me proposa une courte mission qui consistait à aider au déménagement d'une usine qui fermait ses portes. Il s'agissait en fait de l'usine Tépaz de la Croix-Rousse, qui cessait son activité et déménageait vers un site aux environs de Lyon. Et c'est sans doute avec un petit pincement au cœur que j'aidais à faire disparaître un de mes souvenirs d'enfance. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Pour alimenter la laveuse en bouteille, au bout de 2 jours, j'avais les mains pleines d'ampoules, puis rongées par l'acidité. Suite à mes blessures, j'ai intégré le triage des bouteilles en retour, vaste chantier tout aussi dangereux. Les bouteilles cassées entamaient les chairs des opérateurs. Des gants, on n'est pas dans les salons ici, mais tout de même, le bon côté, c'est que l'on pouvait boire à volonté de la limonade et du Malbon. Ah, la limonade Ferrand. La limonade d'aujourd'hui n'a pas le goût de celle délicieuse des années 60, même quand elle marque limonade à l'ancienne. Je suis arrivé dans les cités SNCF en 1950. La gare existait encore et il y avait encore des trains. Les wagons de marchandises étaient souvent en attente. La bande de garnement que nous étions déplombait les wagons pour avoir accès aux bouteilles de Perrier, de Coca-Cola ou de Pchit. Ah, si les bouteilles étaient rondes et granuleuses, pour nous c'était rond et gaufré. Car chez Vignal, située sur les bords de Saône, elle produisait des biscuits et notamment des cigarettes russes. Lorsqu'une tournée de biscuits était terminée, l'odeur embaumait tout le quai et nous, gamins, nous accourions derrière la fabrique et attendions avec impatience que les cuisiniers sortent et nous donnent les biscuits cassés qu'ils ne pouvaient pas vendre. Ça sent la vanille. Il va pleuvoir. Cette association insolite que ma mère faisait souvent quand j'étais enfant au chemin vert résonne encore dans mes oreilles et dans mes narines. Et c'est ce que m'évoque la biscuiterie Vignal. Point de dégustation, juste l'odeur pour les gommes du plateau. Harmoniciste en 1958 des beaux jeudis mutualistes, chaque jeudi nous étions remerciés avec des pasquets de biscuits Vignal. Sur la scène, nous disions bien fort « Biscuits Vignal, produit sans égal ». Le public devait rajouter « Et ils sont bons ». Après les biscuits, il faut bien se désaltérer. 81 ans, retraité, ancien mécanicien auto ayant fait mon apprentissage à la concession Renault à Passe des Chartreux, j'ai un souvenir marquant à l'atelier de carrosserie. Un ouvrier carrossier qui passait les voitures au marbre s'abreuvait au vin rouge et nous, les apprentis, étions chargés d'aller lui acheter son vin à l'épicerie rue Pierre-Dupont sur ordre de notre patron. C'était une autre époque, 1958, 59, 60. Mais malgré tout, le travail était bien fait.
habitant qui habitait au 44. Très bien. Ah oui, mais il y a la réponse en premier, mais c'est moi le chef ce soir. Allez, vous êtes prêts pour le deuxième quiz? Quand j'étais gamin, j'ai maintenant 82 ans, l'appartement de mes parents était chauffé par un poêle à charbon. Je me souviens très bien de la livraison de ce combustible. Monsieur Abri avait son commerce 15 rue Henri Gorgeau. La grande enseigne du bois a disparu il y a peu de temps. Il arrivait dans la rue conduisant une carriole tirée par un âne, dans laquelle il y avait des sacs de boulets de coq. Avant de prendre un sac sur son dos, il mettait sur la tête une toile de jute qui lui couvrait aussi les épaules. Il m'impressionnait beaucoup et me faisait même un peu peur. Je me souviens de Monsieur Lombard, charbonnier dont l'entrepôt était situé pratiquement au bout de la rue d'Ivry. Il livrait avec une carriole à bras sur laquelle il n'y avait jamais plus de 3 ou 4 sacs de charbon. La plupart du temps, il livrait un sac de charbon qu'il déversait dans le charbonnier, coffre où était entreposé le charbon dans l'appartement des clients. Lorsque les clients habitaient dans les environs de son dépôt et qu'il n'avait qu'un seul sac de charbon à livrer, il ne prenait pas sa charrette à bras, chargeait le sac de charbon 50 kg sur une épaule et partait à pied. Pas très loin de chez moi, dans la rue Perrault, il y avait un magasin extraordinaire, une vraie caverne d'Alibaba. C'était une broderie où l'on trouvait tout ce qu'on voulait. Il y avait de la marchandise par terre, sur les étagères, et aussi pendue au plafond. La propriétaire, Madame Campagne, s'y retrouvait très bien dans ce fouillis et arrivait toujours à nous satisfaire, avec beaucoup de gentillesse. Je me souviens surtout des martinets qui pendaient au plafond. La mère Campagne. Mon père, très bricoleur, y allait souvent, certain de trouver ce dont il avait besoin. Et je revois son sourire mi-émerveillé, mi-sceptique, quand il revenait, subjugué par l'efficacité de la petite dame dans ce bazar. Lui qui était assez maniaque sur le rangement. Plusieurs fois par mois, on entendait quelqu'un qui criait dans la rue repasse ciseaux, repasse couteau. C'était le rémouleur qui venait. Alors il avait une charrette. Sur sa charrette, il y avait un gros bloc de pierre rond, une ceinture en cuivre, et puis donc on lui a mis les couteaux. Alors il criait dans la rue, comme je vous dis, repasse ciseaux, repasse couteau, puis il agitait aussi une clochette. Là, on sentait qu'il y avait du marketing. Alors un peu moins souvent, il y avait aussi un autre métier, c'était le matelassier. Alors le matelassier, lui, il avait besoin d'un espace plus important, donc il faisait ça sur les places ou dans les jardins. Alors généralement, au début de matinée, les familles descendaient avec le matelas, et puis donc la personne, l'artisan, le matelassier, eh bien, remettait en bon état le matelas. Et les pâtis, oh pâtes, et celui qui achetait les pots de lapin, pots de lapin, il y avait les mouleurs, les cavistes agitant leurs bouteilles dans leur casier métallique, tout un monde sorti de nulle part, venu pour mêler ses appels à ceux des hirondelles, ou un concert de cris et de chuchotements maintenant disparu. Ah, vous savez, les gommes, franchement, je vous le dis, ces gens-là, eh ben, ils en ont roté. S'ils avaient des cuchons d'ennui, ils n'avaient pas des argents à remonter. Celui qui nous faisait le plus peur quand on nous menaçait de l'appeler quand nous étions au passage, c'était le marchand de pâtes, le pâtis. Oh, pâtes! Il ramassait les chiffons, mais aussi les pots de lapin. Ce sont ces pots qui m'effrayaient. Les gens avaient des lapins, un passe-du-bois par exemple, juste à côté de chez moi. Ah, le marchand de pâtes. Je me souviens de ma terreur, un jour qu'on m'avait envoyé chercher le pain au bout de notre rue de l'Alma. Je suis restée cachée un grand moment au coin de la rue, n'osant pas passer à côté de sa carriole. J'avais 5 ans.
Loin de là, en rentrant par ma mère, folle d'inquiétude, ne me voyant pas revenir. Et puis, il y avait aussi ceux qui amenaient un peu de poésie en chantant dans les rues. À l'époque, il y avait des pièces trouées. On mettait un peu de journal dans le trou et éviter à la pièce de rouler n'importe où. Et on lançait la pièce par la fenêtre pour remercier le chanteur ou la chanteuse qui nous faisait rêver un moment. Et ce soir, ce n'est pas le vent, des pouvoirs, des guerres, des empires que l'on entend, mais le vent moins grandiose, moins grandiloquent, mais aussi insistant, tout autant éloquent, le vent touchant et vivifiant, le vent des habitants. Alors bistant, claque, pam. Alors que la Croix-Rousse n'est toujours pas à vendre et ne doit jamais l'être. Qui pousse le vent sur cette colline? Qui a toujours travaillé dur pour se défendre? Qui pousse le vent des changements? Qui pousse l'histoire? Les pouvoirs? L'État? Les administrations? Les chefs d'entreprise et leur argent? Ou les gens et leur entremise? Les calculs opaques des dirigeants ou les actions démocratiques des habitants? Ou la cafetière Martineau? Contre quoi on se défend? Autodéfense, résistance, où sont les gardiens de la paix? Qui mène la danse? Qui indique les tendances? Qui se soulève comme le vent pour souffler ses idées et faire pencher la balance? Ici, depuis longtemps, ce sont les habitants qui inventent leur quartier, ce vent de la grande petite histoire, ce souffle qui pousse en traversant les rues de la Croix-Rousse. Merci.